Le nom Michael Jordan, ça évoque tout de suite la grandeur, le basket, une icône mondiale. On pense aux Bulls, aux titres, aux dunks. Mais voilà, les documents qu'on a là sous les yeux nous montrent des aspects un peu plus complexes, parfois même surprenants de sa légende. Oui, tout à fait. On va regarder de plus près des choses moins connues. On a des articles qui reviennent sur ses années à Washington, par exemple. Souvent un peu oubliées, celle-là. C'est vrai. On a aussi une analyse de sa période baseball. Ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Ah oui, ça. Bien sûr, on rappellera quand même ses grands moments NBA pour mettre les choses en perspective. Et puis, il y a cette confusion fréquente avec l'acteur Michael B. Jordan. Il faudra clarifier ça. Absolument. Et un truc intéressant aussi, noté dans les sources, des discussions en ligne, genre sur Reddit, qui montrent que son héritage, ça fait toujours débat même aujourd'hui. Effectivement. Notre objectif, là, on pourrait dire, c'est d'aller un peu derrière l'image parfaite. Explorer ces moments moins brillants ou carrément inattendus. Cette fin de carrière, ce détour par le baseball. Essayer de comprendre ce que ça dit de lui, de l'athlète. Et bien sûr, être sûr qu'on parle du bon Michael Jordan. Exactement. Alors commençons par ça, justement. Sa période aux Wizards de Washington, entre 2001 et 2003. C'est pas vraiment l'image qu'on a de Jordan, ça. Non, c'est clair. Faut se remettre dans le contexte. C'était après sa deuxième retraite, il avait 38 ans, c'est pas anodin. Les sources mentionnent qu'il avait déjà une tendinite au genou droit avant même de reprendre. On parle souvent de la longévité de LeBron aujourd'hui. Mais Jordan, à presque 40 ans, il joue encore énormément. Genre 35-37 minutes par match. C'est une charge énorme à cet âge. Oui, c'est fou. Et pourtant, même si on lit que c'était ses pires saisons statistiquement, moins de 26 points par match pour la première fois depuis sa deuxième année, je crois. C'est ça. Quand on regarde les chiffres de près, ça reste quand même assez bluffant. À 40 ans, sa toute dernière saison, il tourne encore à 20 points, plus de 6 rebonds, presque 4 passes et 1,5 interceptions. Et le truc incroyable, c'est qu'il a joué les 82 matchs. Tous! Il y a un article d'Aleop 360 qui compare ses stats à 40 ans. Ah oui, j'ai vu ça. Avec celles de joueurs comme DeMar DeRozan ou Jimmy Butler version 2019-2020. Et franchement, Jordan n'a pas à rougir. Non, c'est clair. Et ce qui est intéressant, au-delà des stats purs, c'est son impact réel sur l'équipe des Wizards. Il sortait d'une saison très faible, 20 victoires à peine. L'année où il arrive, 2001-2002, l'équipe était en course pour les playoffs et même bien placée, jusqu'à ce qu'il se blesse au genou. D'accord. Et surtout, la défense. Ils sont passés de l'une des pires défenses de la Ligue à la 6e meilleure. Et Jordan, c'était quasiment la seule grosse addition, à part le rookie Kwame Brown, dont l'impact a été limité. Mais comment il faisait ça ? Même plus âgé, cet impact défensif, c'était juste son aura, son intelligence de jeu ? C'est sans doute un peu de tout. Son QI basket, sa lecture du jeu, ça restait. Et puis, l'effet d'entraînement, quoi. Quand t'as Michael Jordan dans ton équipe, même à 39 ans, ça tire tout le monde vers le haut. Ça impose une certaine rigueur, surtout en défense. Son leadership, même si parfois un peu dur, ça poussait les autres. D'ailleurs, il y a cette anecdote incroyable. Un soir, contre Indiana, il fait un match horrible pour lui, 6 points. Ça met fin à sa série folle de 866 matchs à 10 points ou plus. La fameuse série, oui. Et son coach, Doc Collins, raconte que Jordan était furieux. Il serait allé voir Collins et lui aurait demandé presque méchamment « Tu crois encore que je peux jouer à ce jeu ?» Ah là là. La réponse, match suivant, 51 points. Et le lendemain, sans pause, 45 points, 10 rebonds, 7 passes. Voilà Jordan. C'est typique. Mais il faut être précis aussi sur cette saison 2001-2002. Sa blessure au ménisque l'a vraiment handicapé sur les 14 derniers matchs. Avant ça, il était à 25 points, 6 passes, 5 rebonds de moyenne. C'était encore du très haut niveau. Et même à 40 ans passés, il a quand même sorti 3 matchs à 40 points ou plus. Ça montre qu'il avait encore des éclairs de génie. C'est fascinant cette fin de carrière, tellement plus complexe que l'image du vainqueur absolu. Mais ce n'est pas le seul moment où il a surpris tout le monde. Parlons de son passage au baseball en 94. Là, c'était inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Au sommet de sa gloire, après le 3e titre, il arrête tout pour le baseball, complètement fou. Ah oui, c'était déroutant. Les sources s'accordent sur plusieurs raisons. La plus connue, la plus touchante, c'est l'hommage à son père, James Jordan Sr., assassiné tragiquement en juillet 93. Son père avait toujours rêvé de le voir jouer au baseball. C'était une manière, peut-être, de réaliser ce rêve pour lui.
Je vois. Mais il y avait sûrement d'autres choses. Une forme d'épuisement mental, physique, après toute cette pression, ce premier three-peat. Peut-être aussi le besoin d'un nouveau défi, loin de toute cette folie médiatique. Et concrètement, ça s'est passé comment ? Il signe avec les White Sox, enfin leur filiale, et il joue pour les Birmingham Barons. C'est quoi comme niveau ça ? Double A ? Double A, ouais. C'est déjà un bon niveau en Ligue mineure, juste avant le Triple A et la MLB. C'est là où tu commences à avoir de vrais talents, des futurs pros. Et Jordan débarque là, voltigeur, à 31 ans. Il a dû tout réapprendre. Les gestes, le timing, c'est très spécifique le baseball. Et les résultats alors ? On entend souvent dire qu'il n'a pas été très bon. Disons que c'était difficile. Logique, en fait. Sa moyenne au bâton, c'était .202. Bon, .250, c'est correct, .300, c'est très bien. Donc .202, c'est bas. Il a frappé 3 home runs, produit 51 points. Ce qui est pas mal, ça montre qu'il pouvait avoir un impact offensif. Et surtout, et ça c'est impressionnant, il a volé 30 buts. Ça montre ses qualités athlétiques hors normes. Ah oui, quand même. Par contre, oui, frapper la balle des lanceurs pros, c'était dur. 114 retraits sur prise, c'est beaucoup. Et 11 erreurs en défense. Mais après, en Arizona Fall League, il s'est amélioré. Il est monté à .252 de moyenne. Et qu'est-ce qui l'aidait de son expérience de basketteur ? Et qu'est-ce qui était un frein ? Clairement, sa vitesse, son agilité, sa coordination œil-main de fou. C'était des atouts. Les buts volés, certaines actions en défense, ça le montre. Sa discipline de travail aussi, son mental d'acier forgé en NBA. Ça, tout le monde l'a salué. Le plus dur, c'était vraiment le geste technique de la frappe, très différent, et lire les trajectoires des balles lancées. Le timing, c'est absolument clé au baseball. Et il y a aussi eu cette histoire de grève de la MLB en 94, ça a joué un rôle, non ? Oui, c'est important. Sa saison a été coupée par ça. Et un truc qui est rapporté, c'est que Jordan aurait refusé d'être un joueur de remplacement pour briser la grève. Ah d'accord. Par respect pour les joueurs en grève. Une position assez forte qui, disent certains, a peut-être accéléré son retour au basket en mars 95. Faut pas oublier non plus que le proprio des Bulls, Jerry Reinsdorf, était aussi proprio des White Sox. Ça facilitait les choses. C'est vrai. Il faut insister. Il est arrivé avec quasiment aucune préparation. Quelques jours de spring training et hop, dans le grand bain. Malgré ça, son humilité, son éthique de travail là-bas, ça a forcé le respect. Et du coup, comment on a jugé cette expérience ? Comme un échec ? Une distraction ? Sérieux. Son manager à Birmingham, Terry Francona, Oui. qui est devenu un grand manager en MLB après, lui, il est persuadé que si Jordan avait continué, il aurait pu atteindre la MLB. Il disait qu'il lui fallait genre 1500 passages au bâton pour s'adapter complètement. C'est intéressant ça. Passer de dieu du basket à rookie qui apprend un nouveau sport à 31 ans. Pour beaucoup, c'est une preuve de courage et d'amour du défi, plus qu'autre chose. C'est vrai que ces deux épisodes, les Wizards et le baseball, ça donne une autre image du personnage. Mais pour comprendre pourquoi on en parle autant, faut se souvenir de l'échelle de ses succès d'avant. Rappelons juste brièvement ce qu'a fait de Michael Jordan... Michael Jordan, quoi. C'est crucial pour voir le contraste, oui. Le palmarès est juste écrasant. 6 titres NBA, en 6 finales. Ce 100% en finale, c'est un argument massif dans les débats sur le GOAT, le plus grand de tous les temps. On le compare souvent à LeBron, Magic, Kobe, Karim, qui ont tous perdu des finales. Lui, jamais. 6 fois MVP des finales aussi, c'est un record ça, non ? Record absolu. 5 fois MVP de la saison, 10 fois meilleur marqueur, encore un record, meilleur défenseur en 88, rookie de l'année en 85. C'était une domination presque totale à son apogée. Et puis, il y a les images, les moments cultes. Les sources en citent plein. Le Slam Dunk Contest de 88, le dunk depuis la ligne des lancers francs. Iconique. The Clincher, son dernier tir avec les Bulls en finale 98, les 63 points contre Boston en 86, où Larry Bird dit « C'était Dieu déguisé en Michael Jordan ». Phrase mythique. Après son retour et la mort de son père. Tellement émouvant. Ses surnoms, Air Jordan, Iserness, il a fait exploser la NBA dans le monde entier. Exactement. C'est toute cette légende, cette accumulation de succès fous qui rend les épisodes suivants, Wizards, Baseball, si intéressants à analyser. Ça complexifie le mythe du héros parfait. Et c'est là qu'on en revient à ce que mentionnaient les documents au début. Comment on parle de son héritage aujourd'hui, sur Internet par exemple ? Qu'est-ce qui ressort de ces discussions, sur Reddit et ailleurs ? Ce qui est frappant, c'est que le débat sur sa place, le fameux GOAT, il est toujours aussi passionné. Les analyses de ces discussions montrent que les arguments reviennent sans cesse. Son 6-0 en finale, c'est l'argument numéro 1 de ses défenseurs, souvent face aux défaites en finales d'autres, comme LeBron. Ses 10 titres de meilleur marqueur, son impact culturel, son mental de tueur dans les grands moments.
Mais j'imagine qu'il y a des contre-arguments. Que disent les partisans d'autres joueurs? Bien sûr, et c'est là que ça rejoint notre discussion. On remet parfois en question le niveau de la concurrence dans les années 90. Certains utilisent son passage au Wizard pour dire « Vous voyez, il n'était pas parfait » ou que ça ternit un peu le tableau. L'épisode baseball est parfois vu comme une erreur de jugement. On parle aussi de longévité. D'autres ont dominé plus longtemps, même si le pic de Jordan est souvent vu comme inégalé. D'accord. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Chaque génération réévalue les légendes avec ses propres critères. Et ces débats en ligne, c'est le reflet de ça. C'est fou de voir comment ces périodes moins connues continuent d'alimenter les débats. Bon, maintenant, pour être bien clair et éviter une confusion qui arrive souvent, il faut parler de l'autre Michael Jordan, celui qui cartonne en ce moment, mais pas du tout sur les parquets. Ah oui, très important de faire le point. Un des documents parle de Michael B. Jordan, né en 1987. C'est un acteur, réalisateur, producteur américain. Très très connu et très talentueux. Le B dans son nom, qui veut dire Bakary, sert d'ailleurs souvent à les distinguer. Et quelle carrière déjà, hein? On a découvert dans des séries géniales comme Sur écoute, où il jouait Wallace, ou dans Friday Night Lights. Inoubliable dans les deux. Oui, des rôles marquants très jeunes. Mais c'est au cinéma qu'il a vraiment explosé. Adonis Creed, bien sûr, dans les films Creed. Il a superbement repris le flambeau de Rocky. Et puis son rôle d'Eric Killmonger dans Black Panther. Quel charisme! Ou l'avocat Brian Stevenson dans La Voix de la Justice. Très fort! Une filmographie vraiment solide, oui. Il s'est imposé comme un acteur majeur de sa génération. Il touche à tout, blockbusters, films plus engagés. Et il est même passé réalisateur avec Creed 3. Son succès est reconnu. Il a eu son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood en mars 2023. Donc voilà, 2 Michael Jordan, 2 parcours incroyables, mais un dans le basket, l'autre dans le cinéma. Faut pas confondre. C'est beaucoup plus clair comme ça. Bon, on a couvert pas mal de choses aujourd'hui, hein, des parquets de Washington au terrain de l'Alabama, en passant par les sommets NBA, les débats sur Internet, et cette mise au point sur l'homonymie. On voit que même une icône comme Jordan, le basketteur, a une histoire avec plus de nuances, de détours que ce qu'on imagine parfois. Tout à fait. Et si on devait retenir une idée de tout ça, au-delà des stats et des anecdotes, c'est peut-être que ce qui marque les plus grands, c'est pas seulement leurs victoires éclatantes, c'est aussi comment ils réagissent face à l'adversité. Une blessure, un drame personnel, ou juste le temps qui passe. C'est cette audace d'essayer autre chose, comme le baseball, même si c'est risqué, même si on critique. C'est cette volonté de continuer à se prouver des choses, même quand on a déjà tout gagné, comme avec les Wizards. Cette flamme intérieure, ce refus de la facilité. C'est peut-être ça la marque d'un héritage complexe. Ça fait réfléchir sur ce qui pousse certains à toujours aller plus loin, bien après les trophées.